Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Jérôme Dédéian. Bonsoir Jean-Michel Duez. Vous êtes le président de Debory RS, une société spécialisée en gestion de l'épargne salariale. Et l'actualité, votre actualité en quelque sorte, mais qui nous concerne aussi tous, c'est le Parlement qui a définitivement voté le déblocage de l'épargne salariale qui pourra intervenir dans quelques jours. D'ailleurs, ce sera à partir de lundi prochain, le 1er juillet. Alors en principe, c'est un déblocage encadré. Une première question, dans quel cas on peut débloquer cette épargne ? Voilà, parce que nous sommes 12 millions de Français à bénéficier d'épargne accumulée dans nos plans d'épargne d'entreprise et le législateur, dans sa grande sagesse, a encadré cette promesse du gouvernement pour essayer d'en limiter l'impact sur les fonds propres de nos entreprises. Donc on pourra débloquer les sommes de participation. Donc quand je suis dans une entreprise qui fait du profit et qu'elle m'en verse une partie dans le cadre des mécanismes de participation obligatoires, on pourra débloquer son intéressement pour toutes les sommes qu'on a placées dans le passé, donc pas celles qui sont versées cette année en 2013 au titre de 2012, mais toutes celles qu'on a accumulées par le passé, dans la limite de 20 000 euros, et à condition qu'on ne les ait placées ni dans son plan d'épargne retraite collectif, puisque c'est pour la retraite, comme son nom l'indique, et ni placées en titre de son entreprise, puisque dans le cadre des mécanismes d'actionnariat salarié, le législateur a demandé que l'entreprise donne son autorisation, ceci afin de ne pas déstabiliser l'actionnariat salarié. Alors on peut débloquer les sommes que pour des projets précis, en principe. Exactement, et ce déblocage est prévu pour être consommé, c'est-à-dire que c'est de l'argent, si on le demande, dans la limite de 20 000 euros. Alors 20 000 euros, c'est un plafond très élevé, puisque la moyenne d'épargne accumulée par un des 12 millions de Français qui ont de l'argent dans leur plan d'épargne, c'est 7 000 euros. Donc vous voyez, on est quand même très loin. Mais le législateur a prévu que ce soit pour consommer, pour relancer la consommation. Par conséquent, on doit pouvoir justifier qu'on n'a pas réépargné ces sommes ou qu'on n'a pas payé ses impôts avec. On doit pouvoir justifier lors d'un contrôle fiscal en présentant les factures de ce qu'on a acheté comme produit ou comme service avec cet argent qu'on a débloqué. L'administration fiscale, effectivement, peut contrôler l'utilisation des fonds. Exactement. C'est une possibilité. Alors c'est une possibilité. Maintenant, le législateur, quand il prend cette mesure pour l'encadrer, c'est un peu un vœu pieux, puisque rien ne m'empêche, objectivement, de conserver des facturettes de dépenses courantes. Maintenant, on attend des instructions administratives, et si c'est le supermarché ou des dépenses vraiment de train de vie courant qu'on a financé avec, il n'est pas sûr que ce soit accepté en cas de contrôle fiscal. C'est ça, en fait, c'est pour une consommation, ce sont des biens de consommation durables aussi. Biens ou services de consommation. La loi cite notamment, évidemment, le changement de son automobile ou son véhicule. D'accord. Et c'est une bonne nouvelle pour vous, ça, ou pas ? Est-ce qu'il faut débloquer son épargne salariale ? C'est pas une très bonne nouvelle pour les gestionnaires d'épargne salariale, évidemment. C'est d'autant plus vrai et c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie non plus, puisque cette épargne, elle finance finalement l'économie productive. C'est une épargne longue qui va beaucoup s'investir en actions et donc qui finance les fonds propres de nos entreprises et qui servent à créer de la richesse et de l'emploi. Donc d'une certaine façon... Même si on dit que la bourse, finalement, finance de moins en moins l'économie réelle. Alors c'est vrai et pas vrai, puisque jusqu'à preuve du contraire, quand j'achète des actions d'une entreprise, je mets bien des fonds propres qui permettent d'acheter des machines, d'employer des gens, de faire de la pub et donc de créer de la richesse si le modèle économique de l'entreprise se développe convenablement. Et donc cette épargne longue est souvent la seule épargne de précaution que les salariés français ont les moyens d'avoir. C'est une épargne sur laquelle ils ne comptent pas nécessairement parce qu'elle vient quand l'entreprise a de la performance, soit du profit pour la participation, soit atteint la performance qu'on a fixée dans un accord d'intéressement collectif. Et donc c'est pas une très bonne nouvelle pour l'économie ou pour le pays qu'on permette le déblocage par anticipation de cette épargne qui finance notre investissement productif. Après, si l'on en juge par l'efficacité des mesures précédentes, puisque c'est pas la première fois qu'un gouvernement autorise ce type de déblocage, la dernière fois, ça s'était finalement soldé par une très faible utilisation par les Français de cette possibilité. Il y a moins de 10% des avoirs accumulés, de la centaine de milliards d'avoirs accumulés en épargne salariale par les Français qui étaient sortis. Et il y en avait 80% qui avaient été réépargnés, ce qui est tout à fait crétin, souvent dans des dispositifs qui ne financent pas l'économie, c'est-à-dire le livret A, ou moins l'économie productive directement, c'est-à-dire le livret A ou l'assurance vie. Donc finalement, vous déconseillez de retirer cette épargne. Alors en fait, chacun décidera, bien bien entendu, sûr, et chaque épargnant salarié peut décider. Simplement, s'il n'a pas besoin vraiment d'un achat de consommation, changer sa machine à laver, ou très concrètement changer sa voiture ou la faire réparer, ou de financer ses vacances avec cet argent, il lui est déconseillé de l'enlever puisqu'il trouvera difficilement mieux en termes d'environnement pour son épargne que le cadre du plan d'épargne d'entreprise qui permet d'investir sur tout type de support plus ou moins risqué et notamment en actions ou en fonds diversifiés et qui bénéficie d'une simple imposition des plus-values par les prélèvements sociaux et non pas désormais de l'impôt sur le revenu qui frappe toutes les plus-values
depuis les dernières mesures frappant la fiscalité de l'épargne. Quelles sont les entreprises concernées par ce dispositif justement de l'épargne salariale ? Alors ça, c'est très intéressant puisque pendant très longtemps, on a cru que c'était réservé aux salariés des très grandes entreprises par le biais notamment de la participation obligatoire aux bénéfices. Mais c'est plus vrai du tout puisque aujourd'hui, vous avez 15% des entreprises françaises de moins de 50 salariés qui sont équipées en dispositif d'association à la performance, souvent l'intéressement, si l'entreprise atteint les critères de performance qu'on a atteints, qui délivrent donc une prime à leurs collaborateurs, prime qu'ils peuvent placer dans leur PE à court terme ou en vue de la retraite. Et donc c'est vraiment une immense majorité des salariés français qui y ont accès. Le taux d'équipement des TPE et PME et même des professionnels, puisque les artisans, les commerçants, les professions libérales ne le savent pas, mais ils y ont droit à partir du moment où ils emploient au moins un collaborateur. Le taux d'équipement grimpe en flèche. Nous-mêmes, avec nos 1000 partenaires sur le terrain qui conseillent ces entreprises-là, qui sont courtiers en assurance ou conseillers en gestion de patrimoine, nous équipons pas loin de 2000 entreprises chaque année nouvelles qui passent à l'épargne salariale à cause de l'efficacité de ces dispositifs pour motiver, pour permettre de développer une épargne de précaution et tout simplement d'associer le capital humain des entreprises à leur performance. Vous conseillez en tout cas de placer cet intéressement et de ne pas le retirer quand on le perçoit chaque année. Il vaut mieux le placer sur un plan effectivement plutôt que d'utiliser pour une consommation courante, ce qu'on peut faire. Alors en fait, un bénéficiaire, un salarié qui bénéficie d'une prime, soit de participation, soit d'intéressement, a le choix. Quand on lui verse sa prime, il a le choix soit de la percevoir immédiatement pour aller la consommer. Dans ce cas-là, c'est imposable. Alors il va payer l'impôt sur le revenu, soit de la placer dans son plan d'épargne d'entreprise, il la bloque, il accepte un blocage de 5 ans avant de pouvoir la récupérer, même s'il peut le garder beaucoup plus longtemps que ça s'il a envie. Mais il y a quand même une dizaine de cas de déblocage qui sont les principaux cas de la vie où on peut avoir besoin d'argent, et notamment l'achat du logement qui est très important, mais il y a aussi évidemment des cas dramatiques de type décès, invalidité, des cas heureux ou malheureux comme le divorce ou le mariage, des cas de PAX ou de DEPAX, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc ça reste quand même relativement liquide. Et donc le salarié peut choisir de le placer. Dans ce cas-là, ça fait des petits dans des produits de placement et ça fait des petits en franchise d'impôt sur les plus-values. Mais la bourse est risquée quand même. Enfin, on voit bien le CAC 40. Placé en bourse maintenant, aujourd'hui, c'est moins sécurisé qu'il y a quelques années. Alors, la volatilité de la bourse, elle existe. Et donc, il ne faut être en action à l'intérieur de ces plans d'épargne salariale, PE ou plan d'épargne retraite collectif, que si on a le temps devant soi. C'est-à-dire qu'on a le temps d'absorber la volatilité des marchés financiers pour espérer un rendement supérieur. Ce qui est très important à comprendre, c'est que l'épargne salariale peut être placée sur tout type de support plus ou moins risqué. Donc, on ne propose pas que des actions, donc on ne propose pas que la bourse à l'intérieur des plans d'épargne. Et tous les plans d'épargne qui sont correctement montés font appel à des fonds ou des produits de placement qui sont proposés aux collaborateurs qui permettent de ne pas prendre de risques si on sait qu'on a besoin de son argent dans pas longtemps ou d'en prendre un peu plus si on a le temps devant soi pour avoir un rendement supérieur à terme. Quel est le montant de l'épargne salariale en France, les sommes qui sont actuellement déposées? Alors, au dernier comptage de la profession, il y avait une centaine de milliards d'euros accumulés au titre de ces mécanismes d'association à la performance et de partage du profit par 12 millions de salariés en France, qui est quand même considérable. Je crois qu'on ne peut pas appeler ça une niche, je crois qu'on appelle ça vraiment un dispositif assez large d'épargne populaire qui permet aux salariés de bénéficier de la performance de leur entreprise. Et ça représente, selon les années, puisque ça dépend évidemment des résultats des entreprises, plus l'année économique a été bonne, plus les entreprises ont de profits à partager ou de primes à donner à la performance. Ça représente de l'ordre d'une dizaine de milliards d'épargne nouvelle, très populaire, qui vient trouver à se placer dans des produits de placement plus ou moins risqués, mais dont une grande partie va quand même financer l'économie productive, c'est-à-dire s'investir en actions de nos entreprises. Et la grande majorité des salariés place effectivement cette participation, cet intéressement sur un plan? Oui, de l'ordre de 60% des sommes versées sont en fait placées sur les plans d'épargne par les salariés. Ils sont souvent aidés par une aide de leur employeur qu'on appelle l'abondement. En gros, si le salarié décide de placer, l'entreprise va rajouter à son effort d'épargne. Ça crée finalement un petit matelas de sécurisé. Mais il y a quand même 40% qui le consomment. Alors, il y en a 40% qui le consomment et qui donc décident de payer l'impôt. Alors on peut dire qu'il y a là-dedans beaucoup de foyers qui sont peut-être non imposables compte tenu de leur niveau de revenu et de leur charge de famille, mais il faut faire très attention avant de prendre cette décision de toucher plutôt que d'épargner, car même si je ne suis pas imposable, ça peut me faire franchir des seuils qui vont faire qu'un certain nombre de prestations sociales qui sont sous condition de ressources peuvent ne plus m'être versées, comme par exemple l'allocation de rentrée scolaire ou l'allocation pour jeunes enfants. Merci Jérôme Dédéian, président donc de Deborry RS, et puis vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.